Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la linguistique du discours. La linguistique du discours, en tant que champ disciplinaire, est née de la critique de la linguistique structurale, dont les applications, notamment en didactique des langues, n'ont pas donné les résultats que les experts en attendaient. À partir du moment où les chercheurs se sont rendus compte que c'étaient les usages qu'il fallait étudier dorénavant, et non le système, tous les courants de recherche qui voyaient le jour se réclamaient de la linguistique du discours. La vidéo est assez consistante et contient beaucoup de données. C'est pourquoi j'ai rajouté une liste de chapitres qui vous aidera à rechercher le sujet qui vous intéresse. D'autre part, j'ai mis en description des liens vers des références qui vous aideront à approfondir les sujets qui vous intéressent. Donc, on commence. Introduction. La linguistique du discours est une branche de la linguistique qui prend naissance à la suite de l'ère de la linguistique de la langue. Elle nous fait entrer dans l'ère de la linguistique de la parole et de la communication, autrement dit, la linguistique du discours, du texte. Ferdinand de Saussure a donné la primauté à la langue en tant que code social, appartenant à la communauté. L'individu en est simplement l'utilisateur. Pour Saussure, la matière de la linguistique est ce code, ainsi que l'analyse, la classification et la catégorisation des éléments qui constituent ce code. Il l'appelle également système. Quant à la parole, Saussure ne s'en préoccupe pas, il dit simplement qu'elle est individuelle. De même, les structuralistes qu'ils soient européens ou américains, ont toujours mis en avant le principe de l'immanence de la langue, c'est-à-dire que la langue est une entité en elle-même et pour elle-même, coupée de tout contexte extralinguistique et de toute référence au monde réel. De ces principes découle la méthodologie de la linguistique structurale, dont la problématique principale est de faire l'inventaire des formes linguistiques, par segmentation et opposition, puis de les classer en catégories morphologiques et morphosyntaxiques. Cette méthodologie se base sur l'analyse de la structure de la langue, à un lieu L et à un temps T. C'est l'analyse synchronique. Le succès qu'a connu cette méthodologie a fait qu'elle a été étendue à un grand nombre de sciences. C'est ainsi que l'on voit apparaître le structuralisme en anthropologie, le structuralisme en philosophie, le structuralisme en psychologie. En linguistique, cette méthodologie est aussi appliquée à l'enseignement des langues, au traitement informatique des langues, à la logopédie, à la traduction interlangue, etc. Mais elle a très vite montré ses limites et n'a pas donné, dans ses applications, les résultats que les scientifiques en attendaient. Les choses étant ce qu'elles sont, il faut élargir l'analyse et chercher ce qui ne va pas, pour le corriger. Après l'échec flagrant qu'a rencontré la linguistique structurale, lors de son application sur des corpus réels, à des fins didactiques, les chercheurs commencent à réfléchir, afin de trouver des solutions. Ils reprennent les 5 postulats de base de la linguistique structurale, et leur opposent 5 remises en question, qui seront le point de départ de nouveaux développements, dans l'analyse linguistique. À ce point, la parole commence à être vraiment considérée comme objet d'analyse, avec la linguistique du discours. Présupposés théoriques et critiques de certains principes de la linguistique structurale. Premièrement, la notion de code, ou de système. Ces deux concepts sont utilisés par Ferdinand de Saussure lui-même. La linguistique structurale envisage chaque langue comme un code ou un système, uniforme et homogène, commun à tous les locuteurs de la communauté de natifs d'une langue. La remise en question correspondante indique que le code, défini par la linguistique structurale, est une construction théorique. Dans la réalité, chaque langue est une mosaïque de dialectes et de parlers, propres à chaque communauté. À l'intérieur d'une même langue, nous trouvons autant de parlers qu'il y a de communautés différentes, de régions différentes. Ce sont tous ces parlers que la linguistique se doit de décrire et de prendre en compte dans ses analyses. 2. La notion de phrase.
Les limites de l'analyse structurale s'arrêtent à la phrase qu'elle considère comme l'unité supérieure. Malheureusement, la production du sens dans la communication ne s'arrête pas aux frontières de la phrase et la dépasse largement à une unité supérieure, qui est le discours. Par conséquent, la remise en question serait que la phrase isolée n'existe pas dans le discours réel, et même quand l'énoncé se limite à une seule phrase, celui-ci est intégré dans un dialogue. De plus, les phrases ne sont pas simplement juxtaposées, mais liées et structurées dans une unité plus vaste, qui est le discours, et, selon les lois de la pensée. 3. La production du sens dans la communication. Pour la linguistique structurale, les mécanismes de production du sens sont simples. Ces limites coïncident avec celles de la phrase, ce qui signifie qu'il s'obtient, par le sens des composantes lexicales de la phrase, auquel s'ajoute le sens véhiculé par la construction syntaxique, support de la phrase. Mais la réalité indique que les modalités d'émergence du sens sont infiniment plus complexes que ne le laisse supposer la linguistique structurale. La construction du sens dans la communication dépasse largement les limites de la phrase et s'étend à tout le discours ou à tout le texte. C'est donc le discours ou le texte qui doit être objet d'analyse et non la phrase. 4. Le schéma de la communication. La seule tentative d'analyse de la parole envisagée depuis Saussure est celle que nous propose Jacobson. Un face-à-face idéal entre deux individus idéalisés et une communication transparente et réussie à tous les coups. Remise en question correspondante, les locuteurs sont des individus dotés chacun d'un psychisme et leurs caractères sont différents. Ils s'approprient le langage et le font coïncider avec leurs objectifs de communication. 5. L'immanence de la langue. Le principe d'immanence préconise que la langue doit être étudiée, en elle-même et pour elle-même, en évacuant totalement de l'analyse, le contexte extralinguistique, autrement dit toute référence au lieu et au temps de la communication. La remise en question correspondante nous dit qu'une langue est parlée, dans un contexte spatial, et un contexte temporel, qui donne au sens exprimé, les références nécessaires à son interprétation. Donc, il est nécessaire de prendre en considération ce contexte spatio-temporel dans l'analyse linguistique. Benveniste et l'énonciation. Le père fondateur de la théorie de l'énonciation est Benveniste. Il pose les jalons de la théorie, mais sans la nommer, dans un article publié en 1955, et intitulé « La nature des pronoms », article repris dans son livre Les problèmes de linguistique générale, 1966. Les recherches sur le récit suggèrent que l'échec de la linguistique structurale vient sans doute du fait que la linguistique structurale exclut l'étude du sens et ne s'attache qu'à l'étude du mot et de la phrase. Tous les courants suivants proposent d'envisager comme sujet de recherche et d'analyse une unité transphrastique, plus vaste que la phrase et qui serait une unité de sens, de communication, qui serait le discours. La première tentative dans ce sens ne viendra pas cependant de la linguistique, mais de la littérature. On peut citer les formalistes russes pour l'analyse du conte. Dans une problématique littéraire et sémiologique, notamment dans le numéro 8 de la revue Communication, 1966 à 1968. L'ouvrage « Introduction à l'analyse structurale des récits » de Roland Barthes traite des principes et des méthodes en cours dans cette discipline. Il n'en reste pas moins que la revue Communication, numéro 8, participe d'un mouvement général qui va donner naissance à l'analyse du discours. Le terme « analyse du discours » est introduit par le linguiste américain Elie Garris, 1909-1992, qui, en 1952, publie « Discours Analysis » dans la revue américaine « Langage ». Il s'agit de l'application des méthodes de la linguistique distributionnelle américaine à l'unité transphrastique, ou texte.
Pour la première fois, la linguistique propose une analyse qui dépasse le cadre de la phrase, jusqu'alors considérée comme l'unité la plus vaste de la description linguistique. Cependant, l'analyse du discours proprement dite est née en Europe, dans les années 1960. Constitution de l'analyse du discours en France. Parmi les auteurs les plus connus, pour leur participation à la constitution de l'École française d'analyse de discours, on peut citer Jean Dubois. En 1968, Jean Dubois fait une communication au colloque de Saint-Cloud où il propose une méthode d'analyse distributionnelle appliquée au discours politique qui, dépassant la lexicologie, s'ouvre sur une analyse des phrases de base du corpus analysé. En 1969, il co-dirige avec Sanf le numéro 13 de la revue Langage, intitulé L'analyse du discours. Ce numéro qui paraît en mars 1969, va marquer les débuts de l'analyse de discours en Europe. Dans ce numéro, Dubois fait paraître un article, intitulé Énoncés et énonciations où il montre les possibilités, couvre l'étude des phénomènes énonciatifs. Dubois est aussi le directeur des thèses qui ont marqué les débuts de l'École française d'analyse du discours, en particulier celle de Denise Maldidier sur le discours politique de la guerre d'Algérie, 1971, et celle de Geneviève Provost-Chauveau sur le discours de Jean Jaurès, 1974. Ce numéro 13 de la revue Langage est le premier d'une série d'autres consacrés à l'analyse du discours. D'autres viendront, entre autres, numéro 23, le discours politique, dirigé par Guespin, Marcellesi, Maldidier, et Slagta. Numéro 37, analyse du discours, langue et idéologie, dirigé par Fuc et Pêcheux. Numéro 41, typologie du discours politique, dirigé par Guespin. Numéro 52, analyse linguistique du discours jaurésien, dirigé par Provost-Chauveau. Numéro 55, analyse du discours et linguistique générale, dirigé par Marandin. Numéro 62, analyse du discours politique, dirigé par Courtine. Numéro 71, le congrès de Metz du Parti socialiste, dirigé par Bonafous. Numéro 81, analyse de discours, nouveau parcours, dirigé par Maldidier. Autant de publications, dans une revue prestigieuse de linguistique, qui ont accompagné le cheminement et la genèse de l'École française d'analyse de discours. Méthodologie de la linguistique du discours, la linguistique de corpus. La notion de corpus. Le corpus est une collection homogène de textes. Parmi les nombreuses définitions du terme corpus, nous retiendrons celle de François Rastier. Un corpus est un regroupement structuré de textes intégraux, documentés, éventuellement enrichis par des étiquetages, et rassemblés, de manière théorique réflexive en tenant compte des discours et des genres, et, de manière pratique en vue d'une gamme d'applications. Rastier 2004. En d'autres termes, un corpus est un ensemble de textes, regroupés selon certains critères, en vue d'une utilisation bien précise. Ces textes sont les données, ou les variables de l'analyse. Pour mieux cerner la notion de corpus, Rastier distingue 4 niveaux. L'archive, le corpus de référence, le corpus d'études, et le sous-corpus de travail en cours. 1. L'archive contient l'ensemble des documents accessibles. Elle n'est pas un corpus, parce qu'elle n'est pas constituée pour une recherche déterminée. 2. Le corpus de référence est l'ensemble des textes sur lesquels on va contraster les corpus d'études. 3. Le corpus d'études est délimité par les besoins de l'application. 4. Enfin, le sous-corpus de travail en cours varie selon les phases de l'étude. Chez Minguenot, 1987, les 3 premiers niveaux correspondent respectivement à univers discursif, champ discursif et espace discursif. À la différence du corpus de la linguistique structurale, phonologie, morphologie et syntaxe,
qui porte sur les formes à l'exclusion du sens. Le corpus en analyse du discours est référentiel, cela signifie qu'il renvoie au monde réel. Les éléments du corpus sont sélectionnés et organisés sur la base d'hypothèses de travail extralinguistiques. Les différents courants qui se réclament de la linguistique du discours ou de l'analyse du discours. Les corpus et le traitement automatique du langage, Michel Pecheux. Le premier courant dont nous allons parler est le traitement automatique du langage naturel, TALN, ou traitement automatique de la langue naturelle, ou encore traitement automatique des langues, TAL. C'est un domaine multidisciplinaire impliquant la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Une nouvelle discipline qui vise à créer des outils de traitement de la langue naturelle pour diverses applications, notamment dans le langage homme-machine. En France, nous pouvons citer Michel Pecheux, 1938 à 1983, qui est un philosophe et un linguiste français et auteur d'écrits sur le langage, en particulier sur l'analyse du discours. Il publie ses premiers articles dans les années 1960 sous le pseudonyme de Thomas Herbert. Plus tard, avec la linguiste Françoise Gadet, il entreprend un travail de déconstruction des théories linguistiques. Parmi ses publications, Analyse automatique du discours, chez Duno, Paris, 1969. Avec Michel Fichant, sur l'histoire des sciences, chez Maspero, Paris à 1969. Avec Claudine Arroche et Paul Henry, La sémantique et la coupure saussurienne, langue, langage, discours, numéro 24, 1971. Les vérités de la palisse, chez Maspero, Paris à 1975. Avec Françoise Gadet, La langue introuvable, chez Maspero à 1981. Changement de problématique pour la linguistique du discours. Contrairement aux structuralistes, qui analysent la langue en dehors de tout contexte physique ou linguistique, pour la nouvelle linguistique du discours, une langue est toujours parlée par un locuteur X, en un temps T et en un lieu Y. Elle se donne donc pour objectif de 1. Réintroduire l'élément humain dans l'analyse linguistique, par l'étude des marques de subjectivité dans le discours. 2. Réintroduire la réalité extralinguistique, temps et lieu, dans l'analyse linguistique, par l'étude de la situation de discours et des indices d'ancrage qui s'y rapportent. Ces nouveaux objectifs ont conduit les chercheurs de ce domaine à reformuler le schéma de la communication de manière à y inclure les nouvelles considérations théoriques. L'émetteur et le récepteur, qui sont les deux pôles de la communication, sont des individus réels, qui possèdent des croyances sur le monde, ont reçu chacun une formation scolaire et sociale différente, leurs préoccupations culturelles et idéologiques ne sont pas les mêmes. Tous ces paramètres ont contribué à déterminer leur personnalité, déterminent également leur modèle de production, en tant que locuteur et leur modèle d'interprétation, en tant qu'interlocuteur. Toutes ces considérations impliquent un changement de problématique sur l'analyse linguistique. Si la problématique de l'analyse structurale posait les questions suivantes: 1. Combien y a-t-il de formes linguistiques dans cette langue? 2. Comment sont-elles formées selon une combinatoire de phonèmes en morphèmes? 3. À quelle loi obéissent-elles? La problématique de l'analyse du discours dans l'optique énonciative devient: qui parle? À qui? Quand? Où? Comment le dit-il? En d'autres termes, l'analyse linguistique devient une recherche de l'activité subjective des deux sujets énonciateurs et des indices de cette subjectivité qu'ils laissent dans leur discours. L'approche communicative. Comprendre un discours, saisir l'intention de communication qui s'y exprime, ce n'est pas seulement extraire ou reconstituer des informations pour les intégrer à ce que l'on connaît déjà.
C'est plutôt identifier la fonction de cette information dans la situation de discours où elle est produite. Tout discours a des propriétés textuelles, puisqu'il s'accomplit dans certaines conditions de communication. On s'aperçoit alors que tout discours dépend de circonstances de communication particulières et que chacune de ces circonstances est le produit d'un certain nombre de composantes qu'il faut inventorier. Dès lors, il est possible d'établir une relation étroite entre ces composantes et les caractéristiques des discours qui en dépendent. Le schéma de la communication, selon Jacobson. Le schéma de la communication de Jacobson est une première participation pour analyser la parole, inspirée de la cybernétique. Cependant, ce schéma ne prend pas en considération les spécificités des pôles de la communication, ni les caractéristiques de la situation de communication. Les deux interlocuteurs y sont considérés comme des individus tout semblables, parfaits et sans état d'âme. Le message y circule d'une manière parfaite, sans accroc, ni perte. Ce schéma de Jacobson, inspiré de la cybernétique, ne tient donc pas compte de la subjectivité et de la personnalité des deux pôles de la communication. C'est cette prise de conscience qui conduira à la reformulation de ce schéma, dans le cadre de la théorie de l'énonciation. Ahims et la compétence de communication. La notion de compétence, introduite par Ahims, est inspirée de la théorie générativiste de Chomsky. Cette notion s'applique à l'aptitude du sujet parlant à produire et à interpréter des énoncés dans des contextes spécifiques. Partant de l'idée selon laquelle les aptitudes du sujet parlant ne se réduisent pas à la seule connaissance de la langue, Ahims, 1982, a élaboré une théorie de la compétence communicative, que l'on peut définir comme l'ensemble des aptitudes et des connaissances permettant au sujet parlant de communiquer efficacement dans des situations spécifiques. En effet, selon cette nouvelle conception, la maîtrise de la grammaire ne suffit pas, il faut y ajouter la maîtrise des conditions d'utilisation, et la maîtrise du contexte, autrement dit, des règles, ou contraintes rituelles et contextuelles, que les actants sont censés connaître et respecter, et qui viennent s'ajouter aux contraintes linguistiques proprement dites. Le système communicatif comprend les contraintes sociales et les règles linguistiques. C'est un dispositif complexe d'aptitudes dans lequel les savoirs linguistiques et les savoirs socioculturels constituent un tout. La théorie initiée par Ahims s'appelle l'ethnographie de la communication. L'ethnographie de la communication s'intéresse plus particulièrement aux relations entre le langage et ses contextes sociaux d'utilisation. En plus de la notion de la compétence linguistique de Chomsky, Ahims lui ajoute la compétence de communication, qui permet à un locuteur de produire des énoncés adaptés aux contextes sociaux. Elle permet de produire des phrases socialement correctes, en plus d'être grammaticalement correctes. L'analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle est l'étude des mécanismes et de l'organisation de la conversation dans le monde social. Il s'agit d'un champ de recherche multidisciplinaire qui étudie plusieurs phénomènes, comme les sujets de conversation, la rétroaction, les échanges ponctuants du discours, les tours de parole, les échanges de réparation, les échanges d'ouverture et les échanges de clôture dans la conversation. Il existe deux approches de l'analyse conversationnelle. La première approche se confond avec une approche des interactions verbales, qui s'appuie sur une variété d'outils méthodologiques, comme la théorie des actes de langage et la linguistique de l'énonciation. La seconde approche de l'analyse conversationnelle renvoie notamment aux travaux de Harvey Sachs. Ainsi, face à l'analyse conversationnelle, les termes analyse des conversations, analyse de la conversation renvoient au même objet, la conversation. L'analyse conversationnelle au sens étroit ne se limite pas à étudier des conversations, mais étudie un ensemble de variétés d'interactions.
L'objet de l'analyse conversationnelle est de rendre compte de l'interaction dans son ensemble, comme un phénomène ordonné, en s'appuyant sur des enregistrements en situation naturelle. L'analyse conversationnelle est l'étude des différents processus qui régissent les interactions sociales. Le champ de l'analyse conversationnelle a émergé dans les années 60 avec les travaux pionniers de Emanuel Chegloff, Harvey Sachs et Guy Jefferson. Avant les années 60, les cadres théoriques de la communication conversationnelle s'orientent autour de la logique et du formalisme. Dans les années 60, Goffman propose une analyse sociologique basée sur les interactions directes du face-à-face. Selon lui, la conversation fait partie des rituels sociaux. Ses élèves de l'époque, Sachs et Chegloff, vont plus loin en y intégrant d'autres sciences, comme l'anthropologie, la linguistique et la psychiatrie. Sachs collecte des enregistrements téléphoniques qui lui serviront de matériel pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse conversationnelle. En 1974, Sachs, Chegloff et Jefferson élaborent les règles de conversation dans lesquelles le tour de parole est l'élément central. Les chercheurs connus dans cette discipline sont Goffman, Sachs, Chegloff, Elizabeth Stockow et Jefferson. La théorie des actes de langage. Un autre courant, qui s'apparente au développement de la pragmatique et qui verse dans la linguistique du discours, est la théorie des actes de langage, souvent appelée aussi philosophie du langage. Ce courant s'inscrit dans la lignée des travaux des mathématiciens philosophes, Frege, Russell et Carnap, qui, en étudiant les langages artificiels logiques, cherchent à résoudre la problématique de la relation entre la logique mathématique et le langage. Dans les années 50 à 70, le philosophe britannique de l'école d'Oxford, Austin, et l'américain Searle vont s'inspirer des travaux de ces mathématiciens philosophes pour développer une nouvelle théorie qui s'intéresse non plus aux langages artificiels, mais au langage ordinaire. Leur observation principale est que le rôle du langage n'est pas uniquement de décrire le réel, mais aussi d'exercer une action sur ce réel. La contribution majeure d'Austin a été de souligner l'utilisation que nous faisons du langage dans la vie courante. Le langage est utilisé pour faire autant que pour affirmer. L'avancée d'Austin a donc été de suggérer que tout discours et toute parole est une action, avec des mots et des signes. Ils vont ainsi ouvrir la voie à la pragmatique en tant que discipline, en instaurant la théorie des actes de langage. L'interactionnisme symbolique. L'interactionnisme symbolique est défini par George Herbert Mead comme l'étude des échanges individuels en tant que comportement symbolique qui résulte d'un processus social d'interaction. Ce courant, né dans les années 90, est à l'origine de tout un ensemble de travaux microsociologiques qui traitent des mécanismes de l'interaction, au cours desquels se construit, se négocie et se modifie la réalité sociale. Il en découle que des relations d'interaction de toutes sortes s'établissent entre les hommes qui vivent leur quotidien parmi leurs semblables. Les concepts d'interaction et de quotidien conduisent la réflexion de Goffman, 1974, vers une analyse des conversations quotidiennes qui, selon lui, obéissent au principe du respect de la face. Ce principe est régi par un ensemble de conventions et de règles auxquelles a recours chaque locuteur, tout au long d'une interaction particulière, au cours de laquelle il tente, à travers des comportements langagiers, de préserver sa face, son image sociale, et aussi de protéger celle de ses partenaires. Goffman conclut que la face est donc un objet sacré, et il s'ensuit que l'ordre expressif, nécessaire à sa préservation, est un ordre rituel. Goffman identifie une structure des échanges conversationnels selon deux modes, les échanges confirmatifs et les échanges réparateurs. Les échanges confirmatifs renvoient aux séquences d'ouverture et de clôture de l'interaction, qui présentent une structure simple, de type binaire, comme les salutations.
Les échanges réparateurs permettent aux interlocuteurs de rétablir l'équilibre interactionnel. Chaque conversation peut être décomposée selon Goffman en une série de mouvements où la proposition représente l'élément initial qui provoque une réaction de l'interlocuteur. L'analyse conversationnelle de Goffman a une vocation sociologique dans la description des rituels conversationnels qui structurent les échanges quotidiens. L'ethnométhodologie des conversations quotidiennes. L'ethnométhodologie est une approche sociologique qui étudie les méthodes que les individus utilisent pour comprendre et produire l'ordre social et toutes les interactions sociales qu'ils vivent. Créée par Harold Garfinkel au cours des années 1950, l'ethnométhodologie s'est développée dans les années 1966 aux États-Unis. Son arrivée en Europe francophone intervient au début des années 1970. Le terme d'ethnométhodologie désigne donc une discipline qui étudie la façon dont des participants à une activité lui confèrent son intelligibilité propre. L'ethnométhodologie est un courant sociologique d'origine nord-américaine qui a pour objectif de découvrir les mécanismes, les régularités de la constitution de la réalité sociale dans l'interaction au quotidien. Les concepts clés de l'ethnométhodologie sont l'indexicalité et la réflexivité, termes empruntés à la linguistique classique. L'indexicalité est l'action de prendre en compte le contexte dans toute étude linguistique. En philosophie du langage ordinaire, les indexicaux sont des termes dont la signification dépend entièrement des caractéristiques spatio-temporelles et du contexte dans lequel ils sont prononcés. Le ici, le maintenant et le je, introduits par Benveniste, sont des termes indexicaux. Leur sens dépend respectivement du moment, du lieu et du sujet de l'énonciation. Au contraire, un nom propre ou un nom commun désigne toujours la même chose, quel que soit le contexte dans lequel ils sont prononcés. La pragmatique linguistique désigne ces termes par déixis, pour le mécanisme et déictique, pour les éléments qui la constituent. L'ethnométhodologie place l'indexicalité au cœur de sa théorie. Le second concept clé de l'ethnométhodologie est la réflexivité. La réflexivité est la démarche méthodologique qui consiste à appliquer les outils de l'analyse à son propre travail ou à sa propre réflexion et donc d'intégrer sa propre personne dans son sujet d'étude. Une démarche réflexive consiste en une prise de conscience et en un examen approfondi de ses propres intérêts pour son sujet d'étude et de sa propre démarche scientifique. Pour une bonne réflexivité, le chercheur doit se comprendre lui-même et comprendre ses schèmes sociaux afin d'objectiver sa relation à l'objet d'étude. Cette vidéo n'est pas terminée. J'ai été obligé de la scinder en deux, car elle était trop lourde. Et la suite se trouve sur une prochaine vidéo, dont le lien est en description.